Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude 2 histoires qui font bien flipper. Avant de vous la raconter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous rappelle, dans quelques jours, le 11 novembre, il y aura le concours pour gagner 20 fois 50 € sur Amazon. Je vous expliquerai comment participer sur Instagram, mais il y aura une publication à commenter et d'autres petites choses à faire. Voilà, pas plus de blabla que ça aujourd'hui, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Lisa. Au moment des faits, Lisa nous raconte qu'elle a 33 ans et elle et son copain ont ouvert leur propre petit café il y a un petit peu plus de 2 ans dans le centre-ville de là où ils vivent tous les deux. C'était leur rêve depuis très longtemps parce qu'à la base, ils bossaient dans la restauration avec des horaires impossibles et des chefs qui criaient absolument tout le temps. Ils nous racontent qu'ils se sont rencontrés pendant un stage de sensibilisation à l'hygiène et depuis ce jour-là, les deux amoureux ne se sont plus jamais quittés. Un jour, ils ont eu le déclic, ils en ont eu marre de cette vie pleine de stress et d'obligations. Alors, ils ont décidé de tout plaquer et de lancer leur propre activité. Alors évidemment, c'est pas facile, mais au moins ils bossent pour eux-mêmes et ils savent pourquoi est-ce qu'ils le font. Ils ont cette logique de se dire moins je fais, moins j'ai à la fin du mois, mais plus je fais, plus je vois les résultats. Les deux rêvaient d'un petit endroit simple, rien qu'à eux, où les gens viennent pour prendre un café, discuter, enfin un lieu vraiment chaleureux. Leur couple est très solide, ils sont ensemble depuis 5 ans et ils se connaissent absolument par cœur. En plus de ça, les deux arrivent très bien à travailler ensemble, même si parfois c'est un petit peu intense. Les journées, elles sont super longues, les clients ils s'enchaînent et voilà, ils n'ont plus vraiment de vie sociale. Mais ils sont toujours en compagnie l'un de l'autre, donc voilà, ça rend les choses un peu plus faciles. Et bonne nouvelle, au bout de quelques mois d'ouverture, les clients réguliers commencent à arriver. Il y a ceux qui prennent toujours le même café, ceux qui restent des heures avec leur ordinateur, et ceux qui viennent juste chercher une petite boisson à l'emporter assez rapidement avant d'aller au travail. Lisa, à force de constamment voir les mêmes têtes défiler, elle les reconnaît. Et elle adore ça, elle, le contact humain et cette routine qu'elle a chaque jour. Leur petit café, il fonctionne très bien. Niveau prix, ils sont parmi les plus bas de la région. Et ça leur suffit pour vivre, donc ça leur convient très bien. En fait, ils ont réussi à créer un endroit où les gens se sentent bien et où ils peuvent boire une boisson, un café ou autre chose à un prix très abordable. Donc autant vous dire que Lisa et son copain, ils ont frappé dans le mille. Les clients les adorent, ils les trouvent adorables et on dit souvent que c'est leur complicité qui fait le charme du lieu. Lisa, elle est toujours souriante, son copain, lui, il rigole avec absolument tout le monde. Donc l'ambiance, elle est hyper joviale, hyper agréable. Et puis un jour, un nouveau client arrive dans le café. Il commande un café plus ou moins classique, il se pose au bar, il sort un carnet et il reste là pendant un bon moment. Il regarde les gens et il observe absolument tout ce qui se passe. Lisa, elle le trouve discret, poli, enfin, il n'y a rien d'étrange. Le mec, il dit bonjour, il dit merci et à un moment, il repart. Et à partir du jour où il est venu pour la première fois dans le café, il va y venir tous les jours. En général, il vient toujours à la même heure le matin, il se pose toujours au même endroit au comptoir, comme si c'était un peu son habitude. Il ne parle pas beaucoup, mais il sourit à chaque fois que Lisa passe près de lui. Il lui dit souvent « Mademoiselle, votre café, c'est le meilleur de la ville ». Ou encore des choses comme « Vous avez une très belle énergie, surtout ne changez jamais ». Vous me direz, c'est des compliments qui sont gentils et qui ne sont pas insistants. Donc Lisa, ça peut que lui faire plaisir. Au début, elle se dit que c'est un client fidèle, qu'il apprécie beaucoup venir ici et que pour elle et son copain, c'est une excellente nouvelle pour leur activité. Mais ce nouveau client, Lisa nous dit qu'elle commence à remarquer qu'il observe absolument tout. Elle s'en rend pas compte tout de suite, mais il regarde beaucoup comment elle bouge derrière le comptoir, comment elle parle aux clients, comment elle rigole. Il la fixe souvent, mais elle le prend pas mal. Elle se dit que c'est peut-être sa façon à lui d'avoir de la compagnie, parce que, voilà, on va se le dire, il n'est pas tout jeune, alors ça lui fait sûrement du bien de voir des gens. Et puis, un matin, Lisa, elle réalise un truc. Le gars ne parle jamais à son copain, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Quand c'est lui qui le sert, il répond à peine, il prend sa commande, mais son visage n'est pas du tout le même que quand il parle à Lisa ou que c'est elle qui est en train de le servir. Là, avec son copain, il n'y a clairement pas de sourire et même pas de politesse, juste un regard très froid. Notre amie, elle le remarque et ça la met un peu mal à l'aise. Du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est d'en parler à son copain. Lui, évidemment, il rigole et il dit « Écoute, c'est rien, il y a toujours des clients un petit peu bizarres, donc ne te fais pas de soucis. » Donc Lisa, elle laisse couler. À force, avec le temps, notre amie, elle commence à reconnaître ce client fidèle de loin. Elle sait exactement à quelle heure il arrive, à quel moment il se lève et ce qu'il commande comme boisson. C'est devenu une habitude, limite une présence dans le décor. Mais malheureusement, Lisa ne sait pas encore que cette habitude-là, c'est celle qui va venir tout changer et son travail, qui était un lieu où elle se sentait bien et en sécurité, va se transformer en un véritable enfer. Les jours passent et le client revient tout le temps. Chaque matin, il est là au comptoir et Lisa commence à se dire que ce n'est plus juste un habitué, c'est quelqu'un qui s'installe peut-être un petit peu trop dans leur vie parce que depuis quelques temps, il parle beaucoup plus avec Lisa. Il pose des questions sur comment ça se passe au café, si elle n'est pas trop fatiguée, si elle arrive à bien gagner sa vie avec cette activité. La jeune femme trouve ça un peu bizarre, mais elle répond toujours poliment parce qu'après tout, c'est un client. Et il y a le fameux dicton qui dit « le client est roi ». Et surtout, il est régulier. Tous les jours, il vient dépenser de la thune dans leur commerce. Donc, elle essaye d'être polie, elle essaye de parler avec lui assez souvent. Sauf que son copain, lui, il
commence à en avoir un peu ras-le-bol. Ça devient même presque de la jalousie parce qu'il remarque que ce type colle vraiment trop Lisa et il dit que c'est pas normal de venir 3 à 4 fois par jour pour un café. Donc dans sa tête, pour lui, un comportement comme ça, c'est pas anodin. C'est que peut-être il est attiré par sa copine, donc notre amie Lisa. Dans le fond, elle trouve aussi que c'est étrange, mais elle va pas forcément lui dire. Elle raconte qu'à force de venir, le client commence à connaître leurs horaires par cœur. Il sait quand ils ouvrent, quand ils ferment, et parfois même, quand elle arrive le matin à 7h30, il est déjà là, dehors, debout sur le trottoir, en train d'attendre qu'elle ouvre le café. On est d'accord pour dire que c'est extrêmement bizarre. Et le pire, c'est que le soir, quand elle ferme, il est encore là, à passer dans la rue, bizarrement, pile à ce moment-là, comme c'est bizarre. Et au début, Lisa, elle se dit qu'il habite sûrement pas très loin d'ici, mais au bout de 2 mois comme ça, elle commence à se dire qu'elle se sent un petit peu épiée. Et le comportement du gars, il est de pire en pire. Parce que apparemment au café, il ne parle qu'à elle et jamais à son copain. Il devient de plus en plus insistant et de plus en plus intime dans les questions. Donc forcément, notre amie, elle commence un petit peu à douter de ses intentions. Quand elle a des interactions avec lui, il lui dit qu'elle est très courageuse, qu'elle gère tout toute seule, non seulement son couple, mais également son café, et que ça se voit, que son mec ne fout rien et qu'elle mérite mieux que lui. Sauf que normalement, Lisa, elle devrait en avoir rien à foutre de ses paroles, mais vous allez voir, ça va la faire douter. À un moment, elle se dit, mais attends, si quelqu'un d'extérieur à notre couple arrive à remarquer ce genre de choses, c'est que peut-être ça se voit et que moi je suis aveugle. Elle se dit donc, peut-être que ce mec a raison, peut-être que son copain se repose trop sur elle, et qu'il n'en fait tout simplement pas assez. Quelques jours plus tard, alors que l'homme est assis en train de boire son café, le copain de Lisa part pour aller chercher du lait en urgence. L'homme, pendant ce temps, il demande à Lisa de venir le voir et il lui dit discrètement que son copain, il fait toujours la gueule, en particulier lorsqu'il le sert, et que quand on est commerçant, on ne doit pas se comporter comme ça parce que ça peut leur faire perdre des clients. Lisa, en entendant ça, elle est grave gênée, elle ne sait pas du tout quoi dire, donc elle se contente de présenter ses excuses au gars et elle s'en va pour servir d'autres tables. Lorsque son copain revient, Lisa le prend à part dans la cuisine et il lui dit que des clients se sont plaints de son comportement et que ce n'est tout simplement pas possible dans leur position d'être aigris au travail. De là, par une dispute entre les deux et le client qui est au comptoir, il entend absolument tout. Après leur dispute, il se barre comme s'il avait accompli sa mission et autant vous dire que le reste de la journée, il est extrêmement tendu entre Lisa et son copain. À partir de ce jour-là, tout dérape parce que l'homme devient de plus en plus présent comme s'il profitait de la fissure qu'il vient de créer dans le couple de Lisa et de son mec. Il revient encore plus souvent, il parle à Lisa de sa propre vie, il dit qu'il comprend tout à fait ce que c'est de se sentir seul et qu'il a vécu exactement la même chose avec son ex. Lisa, malgré elle, elle se met à l'écouter, elle dit pas grand chose mais elle le laisse faire. Et puis, un matin, en parlant avec lui, elle réalise un truc un petit peu chelou. Elle se rend compte qu'il connaît des trucs sur elle qu'elle n'a jamais mentionnés. Genre, il parle de son quartier, de l'endroit où elle fait ses courses, et même du prénom de sa petite sœur. Lisa, sur le coup, elle se fige et elle lui demande comment est-ce qu'il sait tout ça. Et lui, eh bien, il lui explique qu'elle a dû en parler sans faire attention, sauf que Lisa, à ce moment-là, elle est sûre que non, elle n'en a jamais parlé. Donc elle commence légèrement à flipper. À partir de ce moment-là, la jeune femme va croiser ce client absolument partout, au supermarché, à la pharmacie, dans la rue. Vraiment, quand je vous dis partout, c'est partout et tout le temps. Qu'elle soit en repos ou en service, c'est pareil. Et le truc le plus chelou, c'est qu'elle a beau changer d'itinéraire ou d'horaire, rien n'y fait, il est toujours là. Et croyez-moi, c'est là que le truc le plus bizarre arrive. Un jour, alors qu'elle est au travail, la jeune femme appelle son cabinet médical pour demander les résultats d'un test important qu'elle avait fait quelques semaines plus tôt, mais ce que la secrétaire va lui dire va la figer sur place. Elle lui dit « Mais mademoiselle, votre père est déjà passé ce matin pour récupérer vos résultats, donc normalement, vous devriez déjà les avoir. » Lisa ne comprend pas tout de suite, alors elle demande à la secrétaire « Êtes-vous sûr que c'était mon père ?» Et la secrétaire lui répond « Oui, il avait vos informations comme numéro de sécu ou ce genre de choses et il m'a même informé qu'il voulait récupérer les résultats pour vous les donner directement à la maison parce qu'apparemment, vous êtes malade. » D'un coup, Lisa sent une angoisse qui monte gentiment et elle a le réflexe de demander à la dame à quoi est-ce qu'il ressemblait. Et la femme lui répond « C'est un grand monsieur, aux cheveux gris, une barbe grise, et la cinquantaine. » Lisa, elle raccroche sans rien dire, elle reste figée avec le téléphone dans la main parce qu'elle sait que c'est lui, il n'y a pas de doute, c'est forcément ce client hyper bizarre. À ce moment-là, elle comprend que c'est pas un simple client relou, c'est quelqu'un qui veut être dans sa vie pour de vrai, quitte à se faire passer pour son propre père. Là, elle comprend très vite qu'il a beaucoup trop d'informations sur elle qu'il ne devrait pas avoir, et la chose qu'elle comprend direct, c'est qu'il a une véritable obsession envers elle. Notre amie, elle continue à travailler, mais elle n'arrive plus à être sereine. À chaque fois qu'elle sert un café à quelqu'un et que le gars est là, eh bien, elle sent son regard qui est sur elle. Ou même chaque fois qu'elle sort à l'extérieur, elle a peur de le croiser et c'est tout simplement atroce à vivre. Ce jour-là, en fin d'après-midi,
Lisa laisse son copain au café et elle décide de rentrer chez elle. Quand elle passe près de la fenêtre, elle regarde dehors, elle jette juste un petit coup d'œil et c'est là qu'elle le voit, au coin de la rue, en train de la fixer. Il est debout, il ne bouge pas, vraiment on a l'impression que c'est un cadavre debout et c'est à partir de ce moment-là qu'elle se dit que ce mec, il ne va pas s'arrêter et que s'il est allé jusqu'à se faire passer pour son propre père, c'est qu'il est prêt à absolument tout. Depuis l'appel du cabinet médical, Lisa, elle est devenue beaucoup plus froide avec ce mec. Malheureusement, elle n'a pas encore eu le courage de le confronter, donc la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle lui sert son café et elle ne lui adresse même pas la parole. Mais malgré tout ça, ce mec continue de venir et de lui sourire encore et ce, chaque jour où il est là. Parfois, il reste même assis des heures sans rien dire parce que simplement, il se contente de la regarder. Son copain, un jour, il a voulu aller le voir pour lui dire de se calmer, mais Lisa, elle a eu un peu peur, elle lui a dit de laisser tomber et que ça ne ferait qu'empirer les choses. Alors le couple n'a rien fait jusqu'à un fameux soir où tout bascule. Ce soir-là, Lisa ferme le café toute seule, son copain est parti plus tôt pour faire des courses et il doit revenir à la maison d'ici 1h. Il est un peu plus de 21h, il fait déjà nuit noire et évidemment, le client est encore là sans surprise. Il prend son dernier café comme d'habitude et là, il n'y a pas le mec de Lisa, donc c'est encore mieux pour lui. Le client s'approche du comptoir pendant que Lisa est en train de ranger la caisse. Il lui parle calmement, comme si de rien n'était, et il lui dit qu'il sait qu'elle est fatiguée, qu'il s'inquiète pour elle et qu'elle devrait peut-être faire une pause. Il lui suggère même de faire une pause un petit peu plus longue que 15 minutes, du style quelques semaines, et qu'il connaît même une maison à la campagne où elle pourrait se reposer, et il lui propose même de l'y emmener. Là, il en rajoute une couche, il lui dit qu'ils pourraient passer un week-end ensemble là-bas, rien que tous les deux. Lisa, vous vous en doutez, elle reste figée par cette proposition très bizarre, parce qu'elle n'est pas du tout appropriée et elle ne lui répond même pas. La seule chose dont elle a envie, c'est de lui dire « va te faire foutre, dégage de mon café ». Mais bon, vu qu'elle est commerçante, elle est obligée de garder un petit peu de politesse. Elle lui dit « c'est gentil, mais là, il faut que je me concentre, je dois compter la caisse et surtout fermer. Donc, ça serait bien si vous pouviez partir ». Le gars la regarde sans bouger et il lui dit qu'elle ne comprend pas, qu'il veut simplement la protéger parce qu'apparemment, elle n'est pas en sécurité avec son copain. À ce moment-là, Lisa fait le tour de son comptoir, elle lui ouvre la porte en grand et elle lui dit que voilà, merci beaucoup pour votre visite, à bientôt. Le gars finit par sortir lentement sans la lâcher des yeux. Elle ferme la porte à clé, elle baisse le rideau métallique et elle reste là quelques secondes à écouter et elle l'entend partir, mais qu'au bout de 2 ou 3 minutes. Une fois arrivée chez elle, elle se pose tranquillement et elle se dit voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je suis claquée. Elle se pose devant la télévision et elle s'assoupit instantanément. Quelques minutes plus tard, le copain de Lisa arrive, il a les bras chargés de courses, il pose tout dans l'entrée et là, c'est la stupéfaction. Il voit ce client penché à la fenêtre de son salon en train de regarder Lisa dormir. Il ne se pose pas de questions, il lâche tout et il fonce droit sur lui. Et c'est à ce moment-là que Lisa elle est réveillée par des cris qui proviennent de devant sa fenêtre. Donc elle se réveille, elle s'approche et elle voit toute la scène. Son copain est en train d'enchaîner le mec à terre et imaginez-vous, à ce moment-là, elle a encore un petit peu la tête dans le cul. Elle se dit mais qu'est-ce que ce malade fout devant chez moi? Elle sort de l'appartement et elle voit son copain attraper l'homme par le col et le plaquer contre un mur. Il est en train de lui hurler dessus, de l'insulter et il lui demande surtout qu'est-ce qu'il fout là? L'homme ne bouge pas, il sourit et il lui dit « Mec, c'est toi qui devrais partir, elle t'aime pas et désormais, elle est avec moi. » Lisa, en arrivant, elle entend cette phrase et ça la dégoûte. Son copain, il pète un câble, il ne réfléchit pas et il lui met sa meilleure droite dans la gueule. Le gars tombe à terre, mais il continue de rigoler. Il se relève à moitié avec le visage en sang et il lui répète que Lisa et lui, ils s'aiment, qu'ils sont faits l'un pour l'autre et surtout qu'ils se voient dans son dos depuis des mois. Donc autrement dit, il lui dit « Écoute, ta copine te trompe avec moi ». Lisa, en entendant ça, elle devient folle, elle hurle que c'est faux, qu'elle ne le connaît pas en dehors du café, mais lui, il continue. Son copain, il commence vraiment à s'énerver, il le pousse encore, il lui dit d'arrêter, mais c'est là que l'homme s'énerve d'un coup et qu'il sort un tournevis de sa poche et il commence à le menacer avec. Son copain, immédiatement, il attrape son bras, et de là s'ensuit une bagarre assez violente, et dans cette bagarre, son copain, il va prendre assez cher. Il a été pas mal amoché à cause du tournevis, parce que voilà, ça l'a blessé, il a saigné. Lisa, elle court à l'intérieur pour aller chercher son téléphone, elle appelle immédiatement la police en criant qu'il y a un homme armé devant chez elle. Elle retourne à l'extérieur, et entre-temps, son copain a réussi à désarmer le mec, qui lui, je vous rappelle, est en train de répéter en boucle « Lisa est à moi, elle est en train de te tromper avec moi ». Quelques minutes plus tard, la police arrive, et il le maîtrise de force pendant qu'il continue de crier le prénom de Lisa comme un fou du bus. Notre amie, elle est tétanisée, elle voit la scène sans vraiment comprendre ce qui se passe et elle n'arrive tout simplement pas à croire que tout ça est bel et bien réel. Les policiers lui expliquent plus tard que cet homme s'appelle Marc et que plusieurs signalements ont été émis à son encontre pour harcèlement. Donc on est d'accord, quelque chose de très réjouissant. Après la perquisition de son domicile, les policiers trouvent chez l'homme des photos du café, des photos de Lisa et de son copain et les fameux résultats médicaux
qui ont été volés dans le cabinet, ceux qu'il a pris le jour où il s'est fait passer pour son propre père. Lisa, elle ressort de cette histoire vraiment marquée et à cause de ça, maintenant, elle essaye toujours de mettre une distance avec ses clients, quitte à paraître un petit peu froide de temps en temps. Heureusement, après tout ça, Lisa et son copain n'ont plus jamais revu ce mec et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est peut-être mieux ainsi. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Reprenez une petite boisson, un petit truc à manger et on est parti pour la deuxième. Cette deuxième histoire, c'est celle de Sophie. Au moment où tout ça se passe, Sophie, elle a 29 ans et elle travaille comme infirmière dans un petit hôpital de campagne. C'est une fille extrêmement gentille et c'est le genre de personne qui dit toujours oui pour dépanner les autres. C'est dans sa personnalité, c'est dans sa nature, elle est comme ça. Elle vit seule depuis un petit peu plus d'1 an dans un appartement simple mais qui lui ressemble et même si elle bosse beaucoup, elle adore vraiment ce qu'elle fait. Elle a quelques amis proches, une famille qui habite pas très loin et surtout un petit copain qu'elle voit quand elle peut. Parce que lui, il bosse dans une autre ville donc ils se voient surtout le week-end. Mais malgré le fait qu'ils se voient pas souvent, leur relation elle est stable et surtout sans prise de tête, donc c'est très agréable à vivre. Sophie, elle se décrit elle-même comme étant ce genre de femme qui prend tout sur elle sans jamais se plaindre, elle donne toujours plus qu'elle ne reçoit et pour elle, aider les autres c'est absolument normal. C'est d'ailleurs même presque instinctif. C'est d'ailleurs exactement pour cette raison qu'elle a décidé de travailler dans un hôpital. Ce jour-là, Sophie nous raconte que sa journée est très longue. L'hôpital est plein, il n'y a pas beaucoup de personnel donc c'est un vrai bordel. Elle nous raconte qu'aujourd'hui, une nouvelle patiente est arrivée en urgence dans l'après-midi. C'est une femme qui est relativement âgée, qui a besoin d'un traitement spécifique, sauf que, malheureusement, ils ne l'ont plus en stock. Normalement, c'est pas à elle de gérer ce genre de truc, mais Sophie, comme toujours, elle dit à ses collègues qu'elle va s'en occuper et que ça ne la dérange pas. Elle propose donc de passer à la pharmacie de garde en rentrant chez elle, pour pouvoir récupérer le médicament, histoire que la patiente puisse commencer le traitement. Et ce, dès le lendemain matin. Elle aurait très bien pu laisser ça au service de nuit ou dire que ce n'était pas son problème. Mais non, vous connaissez Sophie, c'est quelqu'un qui veut toujours aider. Alors, quand son service se termine un peu avant 22h, Sophie quitte l'hôpital, elle prend son sac et elle file tout droit en direction de sa voiture en se disant qu'elle va juste faire un petit détour pour aller chercher le médicament avant de rentrer chez elle. Elle fait ça pour sa patiente qu'elle a beaucoup appréciée tellement elle était gentille avec elle. Elle prend donc la route, le trajet il est plus ou moins tranquille, elle le connaît bien donc ça va, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. Elle nous explique un petit peu la gueule de la route, c'est une route de campagne qui est assez longue, très droite et sans grand chose autour. Pendant qu'elle roule, la jeune femme pense un peu à sa journée, à la patiente et à ce qu'elle devra encore gérer demain. Elle nous dit qu'à ce moment-là, elle se sent apaisée parce qu'elle sait qu'elle rend service à cette pauvre dame, mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'à quelques kilomètres de là, quelqu'un ou quelque chose est en train de l'attendre. À ce moment-là, il est presque 23h et Sophie se dit qu'elle est bientôt arrivée à la pharmacie et qu'elle va pouvoir dormir tranquille après tout ça. Évidemment, à cette heure, les pharmacies traditionnelles ne sont plus ouvertes. Il s'agit là d'une pharmacie de garde, donc qui est ouverte absolument tout le temps. Donc notre amie, elle est en train de rouler et tout à coup, au loin, elle voit une voiture qui est arrêtée sur le bas-côté avec le capot ouvert et une fumée blanche qui s'en échappe. À côté du véhicule, il y a un homme debout, immobile et couvert de sang, en particulier sur le torse et le visage. Sophie ralentit, elle met ses lumières et elle s'arrête à quelques mètres seulement de lui. Elle baisse la vitre et elle lui demande si il va bien. Le mec lui répond d'une voix assez faible et toute tremblante qu'il vient d'avoir un accident et qu'il a absolument besoin d'aide. Sophie, forcément, elle descend de sa voiture. C'est son instinct d'infirmière, c'est sa personnalité. Elle se dit que peut-être ce mec a besoin de soins urgents et que peut-être dans le pire des cas, ce n'est qu'une question de minutes avant qu'il décède ou quelque chose comme ça. Sophie s'approche donc, elle l'ausculte et elle lui dit calmement qu'elle va appeler les secours. Le mec hoche la tête, il a l'air tout paniqué et il répète qu'il n'a plus de batterie et qu'il faut absolument que Sophie se rende dans la voiture parce qu'apparemment, il y a encore une autre personne qui est blessée et surtout qui est bloquée. C'est à ce moment-là que tout bascule. Sophie nous dit que ça allait très vite, tellement vite qu'elle n'a pas compris ce qui se passait réellement. Elle s'approche de la voiture et là, 2 silhouettes sortent de l'arrière du véhicule, des hommes très grands avec le visage à moitié caché. Le premier la saisit par le bras avec une main sur la bouche et l'autre, il saisit son deuxième bras. Sophie, elle lâche son téléphone, elle essaye de crier, mais ils sont carrément en train de l'étouffer. Le deuxième gars la plaque au sol pendant que le troisième, donc celui qui faisait semblant d'aller mal, eh bien, il fouille dans sa voiture. Notre amie, elle se débat comme elle peut, mais ils sont 3 contre elle. L'un d'eux lui colle un tissu sur la bouche et elle nous dit que c'est à ce moment précis qu'elle comprend que il ne s'agissait pas d'un accident. Que la voiture, la fumée blanche, le sang sur le mec, tout ça c'était juste une grossière mise en scène. Les 3 types prennent Sophie, ils la mettent à l'arrière du véhicule qui est soi-disant accidenté. Mais bizarrement, là, le moteur démarre d'un coup. Elle a l'impression qu'on lui a injecté un tranquillisant. Du coup, elle entend absolument tout ce qui se passe. Elle est consciente
mais elle ne peut pas bouger. Après quelques minutes, le véhicule s'arrête, on la tire dehors et on lui met quelque chose sur la tête. Elle marche quelques minutes en titubant et en étant tenue par 2 hommes de chaque côté, et en gros, on la pousse dans une sorte de couloir. Là, elle tombe par terre, elle se défonce les genoux, puis elle entend une porte grincer et se refermer. Quand elle arrache enfin le tissu de sa bouche et qu'elle enlève ce qu'ils lui ont mis sur la tête, elle découvre la pièce dans laquelle elle est. Sophie dit que c'est petit, genre à peine 3 mètres sur 3, et qu'elle voit du béton et rien d'autre. La jeune femme est logiquement tétanisée, elle se dit que ce n'est pas possible qu'il lui soit arrivé ça. Il y a à peine une minuscule fenêtre en haut du mur avec des barreaux qui ont l'air complètement rouillés, et pendant que sa tête essaye de comprendre tant bien que mal ce qui est en train de se passer sous ses yeux, elle entend les types dehors parler comme si elle n'était qu'un simple objet. Elle les entend dire des trucs du genre « groupe sanguin »,« prélevé »,« le médecin vient demain ». Elle arrive à distinguer qu'ils parlent de chiffres et de poids, et ce qui la fait peut-être un petit peu plus flipper, c'est qu'elle entend des trucs du style « il faut absolument préparer le matériel ou les outils », et ça, mes amis, croyez-moi, c'est pas très rassurant. Et ce qui la choque le plus, c'est que ces mecs, ils sont très tranquilles, presque professionnels, et elle les entend tout planifier. Et étant dans le milieu, elle arrive à comprendre les mots qu'ils prononcent parce que elle connaît les termes, et à chaque mot, elle a cette sensation de se dire putain, je suis dans la merde. Sophie, malgré tout, elle reste consciente, mais on dirait qu'elle est enracinée au sol, ses muscles ne répondent tout simplement plus, et elle a envie d'hurler, mais rien ne sort de sa bouche. Les mecs qui l'ont enlevée, ils pensent que Sophie, elle est complètement dans les vapes, et qu'elle n'entend rien de ce qu'ils disent. Du coup, ils se font quelques confidences entre eux, et Sophie, elle comprend que ce n'est pas leur premier coup, qu'ils ont déjà fait ça, et surtout, qu'ils savent comment choisir leur victime. Elle nous dit qu'elle passe la nuit là, à flotter entre le fait d'être consciente et inconsciente. Elle entend les pas et les serrures, elle se concentre sur les petites choses, et surtout, elle regarde cette fenêtre qui est juste au-dessus du matelas sans la lâcher des yeux une seule seconde. En regardant bien, elle se rend compte que les barreaux sont en très mauvais état. Elle voit carrément la rouille qui a rongé les têtes de vis. Donc à tout moment, si elle touche, elle attrape le tétanos. La fenêtre est toute petite, mais au moins, elle existe. Pendant des heures et des heures et des heures, notre amie Sophie se dit que cette fenêtre, c'est potentiellement le seul trou qui va la sauver. C'est la seule chose qui va lui permettre peut-être de revoir l'extérieur un jour. Donc, elle ne la lâche pas une seconde des yeux. Elle sait qu'elle n'a pas d'outils, qu'elle a simplement ses ongles et un tout petit peu de force. Et là, elle commence à imaginer des grands gestes pour pouvoir casser la vitre. Mais vous vous en doutez bien, ces grands gestes, elle ne peut que les imaginer parce qu'elle n'a plus beaucoup de force. Les heures passent et il y a des moments où elle récupère un peu le contrôle de son corps. Quand les mecs ouvrent la porte de la chambre, Sophie, elle fait genre d'être encore sous l'emprise du médicament, enfin du tranquillisant, et parfois, elle fait même semblant de dormir. Elle écoute leur conversation, elle note dans sa tête leurs allées et venues, et elle se met à compter les heures pour savoir à quel moment la maison sera la plus silencieuse et à quel moment ces hommes vont décider d'aller dormir. Elle sait très bien que le lendemain, il y a quand même une forte probabilité pour qu'elle ne soit plus de ce monde, donc il faut au moins essayer de faire quelque chose. À ce moment-là, on est en plein milieu de la nuit et Sophie n'entend plus rien du tout, plus aucune voix, le silence total dans la maison. Et petit détail qui est très important, c'est que c'est précisément à ce moment-là qu'elle sent que l'effet du médicament commence gentiment à s'estomper. Ses muscles répondent un peu mieux, elle commence à reprendre ses esprits et la peur se transforme petit à petit en une nécessité absolue. Elle se dit tout simplement, si tu veux vivre ma grande, faut que tu te bouges le cul. Elle attend un peu, elle essaie de faire quelques mouvements pour réactiver son corps, et ça marche, elle reprend gentiment des forces. À ce moment-là, elle prend ce qu'elle a sous la main pour se défendre et pour essayer d'ouvrir cette satanée fenêtre. C'est pas grand-chose, mais sur elle, elle a juste sa boucle d'oreille en argent, qui a une toute petite tige, et le deuxième objet, c'est les clés de son appartement qu'elle a dans sa poche. En faisant le moins de bruit possible, Sophie se lève, elle enlève son pull et elle l'enroule autour de son poing parce qu'elle sait qu'il va falloir casser la vitre et que si elle peut éviter de s'arracher la main en deux, c'est peut-être mieux. Elle fait tout doucement, elle pousse le matelas contre le mur, elle se met sur la pointe des pieds et elle commence à essayer de dévisser les barreaux. C'est pas facile du tout, mais elle sent qu'avec un peu d'effort, ça peut le faire. Elle prend la clé de son appart, elle la glisse dans la fente de la tête de la vis et elle la tourne en appuyant. La première vis, elle cède d'un quart de tour, puis petit à petit, la rouille elle lâche. Elle fait ça sans bruit et sans geste brusque parce que c'est sa seule chance de pouvoir s'en sortir. Si quelqu'un l'entend, clairement, elle est morte. Et à un moment, la grille elle bouge enfin. Elle ne l'enlève pas d'un coup parce qu'elle sait que le bruit peut la trahir, donc elle la déboîte à moitié, juste assez pour y passer la main. Notre amie prend une grande respiration, elle prend la clé pour forcer la dernière vis, et elle commence à faire levier pour écarter le métal, et enfin, la grille elle cède. Là, c'est le moment le plus délicat parce qu'elle va devoir faire du bruit, mais il est hors de question d'abandonner. Sophie donne des petits coups de poing dans la vitre, et au bout d'une quinzaine de minutes, elle arrive enfin à la casser. Elle sait qu'elle va devoir glisser tout son corps dedans, alors elle essaye d'enlever le plus possible de bouts de verre qui sont sur les côtés pour ne pas se blesser,
mais en même temps, le temps presse. Tant pis, si elle se blesse, au moins elle aura enlevé la plus grosse partie. Là, elle se dit clairement que le plus dur reste à faire parce que la fenêtre est haute, alors il faut qu'elle se hisse pour passer à travers. Taper dedans, c'était facile, mais pour monter tout son corps, c'est un effort un peu différent. Du coup, Sophie, elle se met sur la pointe des pieds, elle attrape le petit rebord et elle se hisse de toutes ses forces. Elle essaye 2-3 fois sans y arriver, mais elle n'a pas le choix. C'est soit ça, soit elle crève ici. Elle attend quelques secondes pour assembler toutes ses forces, elle saute, elle attrape le rebord et elle se hisse en posant la pointe de ses pieds sur le mur pour s'aider un peu. Elle arrive à poser ses avant-bras sur le rebord de la fenêtre. Là, Sophie, elle est en mode guerrière, elle rampe à travers la fenêtre qui est très étroite, elle se prend des bouts de verre partout qui la font saigner, elle a envie de hurler mais elle arrive à se taire et enfin, elle arrive à sortir de là. Elle jette un coup d'œil à la maison, puis elle se barre en courant le plus vite possible et surtout, le plus loin possible. Elle sait pas vers où elle doit aller, mais elle court juste tout droit. Elle trébuche plusieurs fois, mais elle se relève pour continuer. Elle n'a plus du tout la notion du temps, elle pense qu'elle est en train de courir depuis des heures alors que ça fait que quelques minutes. Et au bout d'un moment, Sophie, elle voit des phares qui sont au loin. Elle sait qu'elle a besoin d'aide, mais qu'elle a trop peur parce qu'elle se dit que peut-être que c'est de nouveau eux, donc ses ravisseurs, et que si c'est le cas, c'est terminé pour elle. La voiture s'approche doucement et elle voit un type seul, un petit peu plus âgé, qui baisse la vitre et qui lui demande « Vous allez bien, mademoiselle ?» Et là, notre amie Sophie, elle craque. Elle pleure, elle tremble, elle n'arrive même plus à parler. Le mec descend, il s'approche doucement de la jeune femme et il lui dit qu'il va l'aider, que ça va aller. Elle hésite, mais elle monte quand même parce qu'elle n'a plus de force et surtout qu'elle n'a pas d'autre choix. Le type l'emmène directement à l'hôpital vu l'état dans lequel elle est et Sophie nous raconte qu'elle se souvient à peine du trajet. Imaginez-vous les émotions qu'elle a à ce moment-là, ça doit être terrible. Elle nous raconte qu'elle entend juste sa voix qui essaye de la rassurer mais qu'elle est complètement ailleurs. Et quand elle arrive là-bas, les infirmiers comprennent tout de suite que c'est très grave. Ils lui mettent une couverture, elle saigne de partout, elle tremble et elle n'arrive carrément plus à respirer. À l'hôpital, ils passent des heures à lui faire des points de suture, des examens. Elle a des éclats de verre absolument sur tout le corps, dans les bras, dans le dos, dans le ventre, dans l'abdomen. La fenêtre, elle était tellement étroite qu'elle s'est arraché la peau en passant. Les médecins lui disent qu'elle a eu beaucoup de chance parce qu'à quelques centimètres près, elle restait coincée dans la fenêtre et tellement ça lui fait mal, ils décident carrément de l'anesthésier. Quand elle se réveille, quelques heures plus tard, il y a des gendarmes dans sa chambre. Elle le raconte tout calmement avec ce qui lui reste d'énergie. Le piège avec la voiture accidentée, la cave, la fenêtre, les mots qu'elle a entendus et surtout, elle leur donne la localisation, ou du moins ce qu'elle en a retenu. Elle leur dit qu'avant de s'enfuir, elle s'est retournée une dernière fois pour bien la regarder, donc la maison, et surtout, pour ne pas l'oublier. 3 jours plus tard, la police retrouve la maison et c'est exactement ce que Sophie a décrit. Et dans le bâtiment, tout est encore là quand ils font la perquisition. Le matelas, le matériel chirurgical, les glacières, les registres. Les policiers découvrent que ce n'était pas un délire isolé, c'était un véritable trafic. Ça faisait apparemment plus d'1 an que c'était en place et que ces personnes faisaient ça. Et visiblement, il y a déjà 4 personnes qui ont disparu. Grâce à Sophie, ils ont pu remonter toute la filière et 2 des 3 mecs ont été arrêtés. Le 3e a malheureusement disparu, mais ils savent que le réseau est foutu. Et tout ça, c'est parce que Sophie est une véritable guerrière, qu'elle a eu le courage de se battre, alors qu'elle aurait pu penser que c'était fini pour elle. Sophie, après ça, elle a pris 3 mois d'arrêt maladie, elle voit un psy 2 fois par semaine et elle nous avoue que pendant les premières séances, elle ne disait absolument rien. Elle fixait simplement le sol. Et puis, petit à petit, elle a commencé à raconter tout ce qu'elle a vécu. Elle expliquait pas les détails, mais juste ce qu'elle avait ressenti à tel moment. Elle disait qu'elle avait compris que parfois le corps bouge avant la tête et que c'est ça qui l'a visiblement sauvée ce soir-là. Quelques mois plus tard, elle a repris gentiment le travail à l'hôpital. Et autant vous dire que ses collègues ont été vraiment choqués de la revoir aussi vite, surtout après ce qu'elle a vécu parce que c'est inimaginable. Aujourd'hui encore, Sophie fait souvent le même cauchemar. Elle est dans cette fameuse pièce, donc cette cave, elle se hisse, mais elle n'arrive jamais à atteindre la fenêtre. Et ça, dès qu'elle fait ce cauchemar, elle se réveille systématiquement en sursaut, trempée de sueur, mais au moins vivante. Avec du recul, elle nous dit que ce qui lui fait le plus peur, c'est pas la cave, c'est pas la douleur, mais c'est le fait qu'elle se soit arrêtée pour aider un inconnu, parce qu'elle l'a fait de bon cœur et parce qu'elle est humaine, et que ce même inconnu, lui, il a voulu lui ôter la vie d'une façon tragique. Elle, qui fait un métier pour aider les gens, vous imaginez bien, c'est une forte douleur. Voilà, c'est la fin de cette 2e histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, moi je l'ai vraiment trouvée hyper intéressante. C'est une mécanique qu'on n'a pas encore eue sur la chaîne et je trouve ça trop cool. Enfin, trop cool parce que ça se termine bien, mais l'histoire en elle-même, elle est très glauque. En tout cas, si vous voyez une voiture accidentée sur le bord de la route, la première chose à faire, c'est d'appeler la police, l'ambulance et tous les services de secours possibles. Enfin, ceux qui sont nécessaires. Et voilà, je n'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner. En tout cas, venez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes 60% à ne pas l'être, c'est énorme. Si vous le faites tous, on arrivera très très vite aux millions d'abonnés. Si on y est dans 10 ans, c'est déjà un exploit. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Je vous promets de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.